À présent, la direction des États-Unis. Oui, on retrouve comme chaque après-midi avant l'ouverture de Wall Street, Grégory Volokin en duplex avec nous depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services, on a quelques chiffres à se mettre sous la dent. Enfin, un premier chiffre en tout cas, les créations d'emplois dans le secteur privé. Le cabinet ADP qui publie ces chiffres traditionnellement avant le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié vendredi. La tendance reste bonne. La tendance reste excellente, c'est un bon chiffre sur l'emploi, mais on a compris depuis maintenant assez longtemps que le marché souhaite plutôt des mauvais chiffres sur l'emploi, puisque le marché a tellement peur de la Fed. Et justement, il y a Dudley, qui est le gouverneur de la banque, de la Réserve fédérale de New York, qui vient de dire que les resserrements des conditions de crédit et les tumultes des marchés financiers pourraient amener à reconsidérer les perspectives de croissance. Alors quand on lit ça entre les lignes, ça veut dire que la Fed est en train de se dire peut-être que le nombre de hausses des taux qu'elle avait prévu cette année, 4, est bien au-dessus de ce qu'elle pourra faire supporter au marché. Bon, les marchés, eux, ils en sont déjà convaincus. Reste à convaincre la Fed, effectivement, que 4 hausses de taux pour cette année, c'est peut-être un peu trop. Il faut qu'on parle de Yahoo, évidemment. Alors, voilà, les grands titres présentent les annonces de Yahoo comme étant le plan de la dernière chance pour Marissa Mayer, Grégory. Il faut dire la réalité, c'est que la chance pour Marissa Mayer est passée depuis longtemps et que ce qu'elle essaie de faire en ce moment, c'est de sauver sa peau. Et elle aura beaucoup de peine parce qu'en fait, d'une certaine façon, elle essaye de faire beaucoup d'économies à l'intérieur de la compagnie en licenciant des gens, 15% de la masse salariale, en coupant des secteurs d'activité. Mais cela va pas relancer le Yahoo. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement rendre Yahoo plus attirant pour un partenaire qui pourrait racheter la compagnie. Et ça veut dire au revoir Marissa Mayer. Donc quoi qu'elle fasse, améliorer en gros la structure de Yahoo ou vendre directement Yahoo, ces jours sont comptés et le marché franchement espère qu'elle sera là le moins longtemps possible et que Yahoo va trouver un partenaire. On parle beaucoup de Verizon et en fait si Verizon payait le même multiple qu'ils ont payé pour AOL, ça dégagerait 8 milliards de dollars de valeur pour les activités Internet de Yahoo qui pour le moment sont estimées par le marché à 0. Bon, et puis un mot rapide aussi, on suit évidemment les grandes majors pétrolières. Là, on attend de voir combien de temps elles vont pouvoir maintenir leur dividende. On n'est pas encore en train d'attaquer le dividende chez Exxon, mais on suspend quand même un plan de rachat d'actions là. Absolument, et je dirais pas que c'est un coup de tonnerre, mais je dirais que c'est quand même une déclaration assez forte de la part d'une compagnie telle que Exxon. Pourquoi? Parce qu'on pourrait imaginer que les compagnies pétrolières en ce moment, vu le cours de leurs actions, elles auraient qu'une envie, c'est de dépenser le cash qu'elles ont pour acheter leurs actions. Mais en fait, peut-être qu'elles n'ont pas assez de cash et qu'elles doivent vraiment utiliser ce cash désespérément pour maintenir le dividende. Pourquoi c'est si important? C'est parce que les investisseurs qui sont restés dans ces titres pétroliers, c'est pas à cause du pétrole, c'est pas à cause des perspectives de croissance, c'est vraiment pour un dividende qui est entre 3, 4 et 5% selon les compagnies. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. On reste avec l'actualité américaine, Aurélie Blonde. États-Unis. On attend l'ouverture dans moins d'une demi-heure maintenant des futurs américains qui sont en baisse pour l'instant. On prend la direction de New York, effectivement. Grégory Volokin, on vous retrouve comme chaque après-midi. Bonjour. Bonjour, Grégory. Le président de Mescard Financial Services, Grégory, bon, d'un point de vue assez général, le marché est quand même très compliqué en ce moment. On voit l'euro-dollar qui remonte à 1,12, le dollar là qui continue de s'effondrer après une très forte baisse hier pour le dollar index. Ça sème un peu la pagaille là. Ça sème la pagaille et puis les chiffres qu'on a eus aujourd'hui, qui soient les chiffres des statistiques, par exemple au niveau de la productivité, ou bien les chiffres publiés par des compagnies telles que les grands magasins Kohl's ou Ralph Lauren, tout ça, ça ne fait que rajouter du trouble dans les esprits. La productivité baisse de 3%. Si c'est pas dramatique en soi, comme en même temps le coût de la main-d'œuvre augmente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les marges des compagnies souffrent ou vont souffrir dans l'avenir. C'est la dernière chose qu'on veut comme investisseur. Et puis quand vous entendez des compagnies telles que, comme je le disais, Kohl's, Ralph Lauren, parler de vente en baisse, parler de trafic qui a disparu dans les malls au mois de décembre, parler d'un mauvais début d'année au mois de janvier, ça donne pas vraiment l'optimisme dans le cœur des investisseurs.
Bon, hier, il y avait un discours de William Dudley, hein, le patron de la Fed de New York, donc très influent au sein du board de la Réserve fédérale américaine, voilà, qui constate depuis le mois de décembre que les conditions financières se sont quand même bien dégradées et que, évidemment, ça va rentrer en ligne de compte dans la prise de décision de la Fed au mois de mars. C'est une manière de préparer un petit peu les esprits au fait que la Fed passera peut-être son tour lors de la prochaine réunion. Non seulement elle passera lors de la prochaine réunion, mais maintenant, disons... La question, c'est pour les suivantes. La question, c'est pour les suivantes. Il y a tout juste 50% de chances, d'après le marché des futurs, que la Fed hausse les taux cette année. Et puis en plus, beaucoup de monde maintenant, alors c'est un peu facile à faire, mais critique la Fed pour avoir monté les taux au mois de décembre. Non pas parce que monter les taux c'est une mauvaise chose, mais parce que ça a été fait à contre-courant en fait des chiffres macroéconomiques qu'elle recevait à ce moment-là, puisqu'on voit que nettement l'économie a ralenti globalement, mais aussi aux États-Unis sur le dernier trimestre. Ouais, c'est une lecture très très compliquée. On attend encore les chiffres de l'emploi de vendredi. Hein. Ce sera le rapport mensuel américain publié demain, donc à 14h30. Merci Grégory. On vous retrouve après l'ouverture de Wall Street. On attend du rouge, donc on recule de 0,6-0,7% là sur les indices futurs américains, avec des marchés en Europe qui sont également en baisse, moins 0,8% pour le CAC, sous les 4200 points. Aurélie Blonde, on vous retrouve, on continue le mouvement inverse très très violent. Vous voulez parler de Goldman Sachs? Parlez-nous encore de Goldman Sachs, Grégory et Hilary, qui est obligé de se défendre là. Oui, alors là, c'est pas vraiment de Goldman Sachs, ils n'ont rien fait de mal, mais c'est de Hillary Clinton, qui n'a rien fait de mal non plus, mais il est apparu qu'elle a fait un speech avant qu'elle commence sa campagne électorale qui avait été au siège de Goldman Sachs, donc engagée par Goldman Sachs, et qu'elle avait touché la modeste somme de $675 000 pour 1 heure. Pas mal. C'est pas mal, d'ailleurs je la félicite. Le problème c'est qu'évidemment son opponent Sanders dans le Parti démocrate va évidemment sauter sur l'occasion en disant mais comment vous pouvez rester indépendant des milieux de Wall Street si les milieux de Wall Street vous payent $700 000 de l'heure. Et l'argument sera sûrement très populiste, mais il tient quand même la route, et je pense qu'on va entendre beaucoup de politiciens qui sont dans la course en ce moment commencer à regarder les finances des Clinton, qui ont gagné ces dernières années pratiquement $50 millions uniquement en faisant des conférences, et des conférences très bien payées, et surtout évidemment très bien payées par les banques, les milieux financiers et les milieux de l'industrie. Merci beaucoup Grégory, merci d'avoir été avec nous chaque après-midi, hein, de toute façon, pour nous raconter voilà les histoires du jour qui font l'actualité des marchés à Wall Street, les marchés américains, bon, sans véritable tendance, un peu désorienté pour l'instant, et à Paris le CAC qui recule de 0,35%. Bientôt 16h, le journal de l'économie à suivre. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Oui, 20 minutes même de cotation à Wall Street. On prend à nouveau la direction de New York. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, président de Mescart Financial Services. Je parlais des quelques valeurs pétrolières là qui ont publié aujourd'hui en Europe. Alors du coup, il y a des rachats de short, on va dire, sur ces valeurs, hein, Statoil ou encore Royal Dutch Shell. ConocoPhillips, côté américain, a publié également. Grégory, des pertes évidemment. Et puis une annonce sur le dividende. Alors c'était censé peut-être rassurer un petit peu le marché, de couper ce dividende, hein, pour améliorer évidemment le bilan de l'entreprise, la situation financière. Bon, finalement, c'est plutôt sanctionné. Oui, absolument. Je me souviens, il y a à peu près 1 an et demi, j'avais déjeuné avec le CEO de ConocoPhillips, avec quelques autres personnes. La principale question, c'était mais si le pétrole continue à baisser, est-ce que vous allez couper le dividende? Et la réponse est mais non, il n'y a aucune raison de le faire, on ne le fera jamais. C'est la principale chose que nous voulons donner à nos actionnaires. Alors évidemment, ils le font pas de gaieté de cœur, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens étaient restés investis dans ces grandes compagnies pétrolières à cause du dividende, hein, parce que autrement, évidemment, les informations maintenant qu'on a par rapport au cours du pétrole, par rapport à leur activité depuis une année, il n'y avait aucune raison de les acheter. Donc le dividende, c'était vu comme un rendement de 4, 3, 4, 5% qui valait la peine d'investir dans le secteur. Si on enlève ce dividende,
je crois que le secteur et ces grandes compagnies vont se faire encore plus de mal que ce qu'elles auraient pu imaginer. Alors c'est à voir, mais à voir en tout cas la réaction du marché sur ConocoPhillips. Les investisseurs quittent l'action et vont plutôt vers une Exxon qui, elle, a l'air d'avoir encore les poches assez profondes pour pouvoir continuer à payer son dividende intact. Ouais, ces investisseurs qui cherchent du dividende, qui en ont besoin évidemment, vont se réfugier vers les groupes pétroliers qui leur paraissent les plus solides financièrement en tout cas pour tenir encore et ne pas couper leurs dividendes avant les autres. D'ailleurs, un mot du pétrole, c'est quand même assez violent ce qui se passe depuis hier, Grégory. Alors qu'on a eu des stocks hebdomadaires qui ont été publiés bien plus importants que prévu, c'était hier après-midi, ils sont grosso modo deux fois supérieurs à ce qu'attendait le marché, plus 8% hier sur le pétrole et ça continue encore là, plus 3% environ pour le WTI. C'est violent. Oui, c'est étonnant que Goldman Sachs n'ait pas encore prédit que le pétrole allait aller vers les $100. Donc, écoutez, des rebonds, c'est tout à fait naturel. Des rebonds qui sont pas basés sur une augmentation de la demande ou une diminution de l'offre, je les trouve assez suspects. Donc je pense que pour le moment, ce rebond est vraiment dû à des couvertures de short. Pourquoi alors y a-t-il des couvertures de short? C'est clair qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement et surtout des hedge funds en ce moment qui sont, je dirais entre guillemets, en difficulté avec des performances catastrophiques sur le début de l'année. Si elles étaient short sur le pétrole, c'est peut-être le seul endroit où elles ont gagné de l'argent. Donc elles clôturent ces positions. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle qu'est-ce qui est en train de baisser. Ce qui est en train de baisser, par exemple, si je regarde le marché américain, c'est ce qu'on appelait les actions qui avaient du momentum. Et pourquoi elles avaient du momentum? Parce qu'elles montraient les plus beaux profils de croissance. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, on parlait de Google, des résultats fantastiques d'un Facebook, des résultats fantastiques d'un Nike, des résultats excellents d'un Home Depot. Et c'est ces compagnies aujourd'hui qui baissent de 2-3%, alors que le pétrole, qui est vraiment quelque chose d'assez désespéré pour le moment, est en train de monter. Donc ça m'indique que c'est vraiment des mouvements qui sont techniques. Il y a des liquidations forcées de gros portefeuilles, peut-être des fonds d'investissement des pays du Golfe, par exemple, et les couvertures de short pour essayer de préserver des profits où ils sont. Bon, et c'est vrai que le marché est tellement compliqué, très peu d'investisseurs affichent des performances positives depuis le début de l'année. Un des contre-pieds majeurs quand même. On attendait une poursuite de la hausse du dollar en cette année 2016. Alors évidemment, on est seulement au début de l'année, mais en tout cas, le contre-pied est là aussi très violent. Le dollar index, on rappelle, l'indice dollar face à un ensemble de devises, hier a chuté de près de 2%. C'est monumental sur le marché des devises. Oui, ça montre à quel point les marchés sont tendus, à quel point il y a du stress, et puis ça montre à mes yeux à quel point tout le monde va toujours dans le même sens. Donc je pense que Goldman Sachs va dire que le dollar va aller à 1,20 contre l'euro, c'est certain. Ce que je dirais pour être plus sérieux, c'est que en fait ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens qui avaient parié sur le dollar étaient sur le dollar pour une raison, 4 hausses des taux en 2016. On n'aura pas 4 hausses des taux. Par contre, c'est certain que l'ECB, ou la BCE, comme vous dites, ne peut pas laisser partir l'euro à la hausse. C'est absolument catastrophique pour l'Europe en ce moment. Regardez par exemple le dernier trimestre les exportations allemandes. Si en plus vous avez un euro qui se renforce de 5%, tous les pays européens qui comptent sur les exportations vont à la casse. Donc je dirais c'est assez momentané. Il y a un moment où il faudra qu'il y ait de nouveau du quantitative easing agressif en Europe et à ce moment-là, l'euro rebaissera. Mais là, on est sur des mouvements où je pense tout simplement les opérateurs ajustent des positions qui étaient devenues trop importantes dans le même sens. Et oui, c'est ça. Tout le monde est dans le même sens et quand on déboucle tout ça, évidemment, ce sont des mouvements inverses très très violents.